Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Dans le double contexte sanitaire, celui de la crise du coronavirus, et politique, celui des futures élections présidentielles qui est le nôtre, la raison est au centre des débats. Là où la majorité des candidats et des partis prétendent incarner le camp de la raison, cette dernière subit pourtant de multiples formes de critiques, visant tantôt ses errements moraux, en particulier l'implacable froideur par laquelle elle contribue à l'exploitation de la nature, tantôt ses errements théoriques comme sa capacité à s'aveugler et à valider ses déductions les plus biaisées, ce dont peut témoigner par exemple le scandale du Lancet au sujet de l'hydroxychloroquine. Et pour en parler, je reçois deux grands chercheurs. Bonjour, Dan Sperber et Hugo Mercier. Hugo Mercier, vous êtes chercheur en sciences cognitives à l'Institut Jean-Nicot à Paris. Vous êtes spécialiste de l'étude du raisonnement et de la communication humaine. Dan Sperber, vous êtes chercheur en philosophie, sciences cognitives et sciences sociales également à l'Institut Jean-Nicot. Vous publiez un ouvrage qui fera date, L'énigme de la raison. C'était aux éditions Odile Jacob. Il y a des quick books, des livres rapides, et puis il y en a d'autres qui mettent un certain temps à être rédigés parce qu'ils constituent une tentative de penser un phénomène global ou un phénomène essentiel à la philosophie. Et c'est le cas de votre ouvrage consacré donc à la raison, avec peut-être une première question. Est-ce que cela vous étonne de voir que la raison est devenue un objet politique ? Dan Sperber. C'est en partie étonnant et en partie ce ne l'est pas. La politique, au départ, est basée sur des formes de légitimité qui ne font pas appel à la raison, que ce soit l'intervention divine, la puissance, des émotions populaires ou simplement le peuple globalement. Mais en même temps, à partir du moment où on a une politique qui est basée sur le suffrage universel, sur la volonté populaire, on fait appel à ce suffrage en invoquant sa propre compétence et en particulier sa raison, son expertise. Donc la raison intervient en politique de pair avec l'expertise, parce qu'autrement la raison, tout le monde en est doté. On fait appel à la raison des électeurs, on ne soutient pas qu'ils s'en sont dépourvus. Donc non, la présence de la raison dans le débat politique est un phénomène moderne qui s'explique assez bien. Mais alors justement, parce qu'il y a deux thèses qui existent dans le débat public, Dan Sperber. La première consiste à dire les gens ont du bon sens et il faut faire appel à leur bon sens, et puis une autre diamétralement opposée qui consiste à dire au contraire, quand la majorité pense une chose, il faut plutôt se méfier. Oui, et ce n'est ni l'un ni l'autre. Il y a pas. C'est un des points sur lesquels nous insistons dans le livre. La raison, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si c'était ce moyen pour aller vers la vérité, vers les bonnes décisions, n'entraîne pas une convergence de toutes les personnes qui en sont dotées, c'est-à-dire de tous les êtres humains. Au contraire, elle joue un rôle dans les débats, dans les divisions, dans les antagonismes. Donc, l'appel à la raison est toujours douteux, en ce sens que c'est ma raison, ce sont mes raisons, c'est les raisons de mon camp qui sont les bonnes, qui incarnent la raison, et les vôtres, c'est des fausses raisons, etc. Donc la raison n'est pas en position d'arbitre, disons, en politique, même si chacun cherche à inventer cet arbitre et le mettre de son côté. Vous voulez dire que bien souvent, lorsque vous, philosophe, vous entendez des débats politiques utilisant le mot raison, vous dites on instrumentalise ce mot sur lequel je travaille ? Il est fait pour être instrumentalisé. Je veux dire, on invoque la raison pour débattre. Donc c'est pas un détournement de son usage normal. Même dans une conversation en famille, chacun dit non, moi j'ai raison, tu as tort, etc. Donc là, c'est la transformation de ce rapport très simple à la raison dans le domaine du quotidien, dans la sphère politique. Et alors, si vous deviez, Dan Sperber, Hugo Mercier, définir justement ce terme, est-ce qu'il est possible de nous dire ce que la raison est, Hugo Mercier ? Donc nous, en effet, nous sommes des psychologues cognitifs. Et, qu'est-ce que c'est des psychologues cognitifs ? Justement, donc nous, à la fois en pratique, nous faisons des expériences pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Et en particulier, nous essayons de diviser l'esprit humain en différents mécanismes pour permettre de mieux comprendre leur fonctionnement individuel plutôt que de comprendre l'esprit comme un tout qui est du coup incompréhensible. Et dans ce cadre-là, la raison serait un mécanisme cognitif très particulier qui servirait justement à produire des raisons, à produire des arguments, à produire des justifications et à évaluer les arguments, raisons et justifications qui sont offertes par d'autres. Et donc l'immense majorité de l'esprit humain
ne serait pas de la raison dans ce sens-là. Donc quand on perçoit, quand on bouge, quand on a des intuitions, cela ne ressort pas de la raison, et la raison n'intervient que quand nous avons besoin d'expliciter ces intuitions, quand on a besoin de donner des arguments et de dialoguer avec d'autres. Mais alors, ça c'est un peu étonnant pour le néophyte, parce que on se dit que dans l'esprit humain, il y a toutes sortes de choses, mais finalement assez peu de raisons, y compris par exemple en politique où on devrait avoir une approche pondérée, mais finalement on sait bien que on a tendance à s'enthousiasmer, à choisir quelqu'un pour de mauvaises raisons, Hugo Mercier. Alors est-ce que le terme est bien choisi? Est-ce qu'il est bien à sa place? Pas forcément, en effet, le terme tel qu'il est utilisé dans la vie de tous les jours ne correspond pas forcément à la réalité scientifique que nous essayons de décrire. Et en effet, comme vous le dites, beaucoup des décisions que nous prenons ne sont pas faites sur la base de raison, justement. C'est-à-dire que nous avons des intuitions sur quel politicien nous devons choisir, quelle voiture nous allons acheter. Et si des raisons interviennent, ce n'est souvent que de façon post-hoc, après coup, pour nous permettre de justifier des décisions que nous avons prises, comme vous le disiez, sur la base d'intuition ou d'émotion. Dan Sperber. Oui, en effet. Donc, et ça, c'est la position que nous défendons dans notre livre et qui est en opposition avec l'image de la raison comme cette capacité qui domine toutes les autres dans l'esprit, qui est l'arbitre ultime des bons choix, des croyances justes, etc. Image classique qui remonte à l'Antiquité grecque, qui a été exaltée par Descartes, etc., etc. Et qui psychologiquement, cognitivement, nous paraît erroné. Et paradoxal parce que ça ferait de la raison un mécanisme, un super pouvoir qui rend en effet les humains du coup complètement différents des autres animaux et qui s'inscrit mal ou pas du tout à l'intérieur des mécanismes ordinaires de la mémoire, en effet des émotions, des intuitions et tout, qui surplomberaient le tout. Et nous, ce que nous disons, non, c'est un mécanisme parmi d'autres, très intéressant, très particulier, en effet spécifique aux humains, mais qui n'est pas une voie royale vers la bonne décision ou vers la vérité. Vous nous avez dit que vous faisiez tous deux de la psychologie cognitive. Vous avez utilisé le terme de cognitive, vous avez dit cognitivement, Dan Sperber. Mais alors, justement, est-ce que ça veut dire que l'entendement humain, ça c'est un terme que l'on employait en classe de philosophie, la manière dont nous découvrons le monde extérieur, est-ce que cela est lié à des particularités de nos cerveaux, dans lequel cas, ça veut dire que vous et moi, on a forcément le même entendement et on voit le monde de la même façon, ou bien est-ce que cet entendement est perturbé par ou bien notre personnalité, ou bien des manières, je ne sais pas, qui seraient intrinsèques à nos cerveaux respectifs? Il n'est pas perturbé, il est fait pour il est informé par l'expérience, par le monde, par notre environnement, et il est fait pour ça. Je veux dire, toute la cognition consiste à guider le comportement d'un organisme à partir d'informations qui viennent de l'extérieur. Donc parler de perturbation serait un peu paradoxal. Et il se trouve que les informations que l'on tire de sa propre expérience, de son environnement, etc., sont différentes. Les vôtres sont différentes des miennes. Les nôtres, qui sommes l'un et l'autre, avons grandi en France et avons cette culture-là, sont différentes de personnes qui auront grandi dans un tout autre contexte, etc. Donc la divergence des produits de l'entendement, si on va employer ce terme, en effet, que j'aime bien. Produit de l'entendement, ça veut dire la manière dont on découvre le monde, dont nous prenons connaissance de ce monde, Dan Sperber. L'entendement, c'est l'ensemble. En effet, Hugo disait, l'esprit humain, c'est pas un système, c'est un ensemble de mécanismes qui interagissent entre eux, qui donnent des intuitions de tout genre, des émotions, guident des décisions, etc., etc. Et encore une fois, la raison, à proprement parler, n'est qu'un de ces mécanismes. Et on est guidé par l'ensemble de ces mécanismes qui sont, dans une certaine mesure, en compétition les uns avec les autres à l'intérieur de nous-mêmes. Et qui, s'appuyant sur des informations différentes, divergent d'une personne à l'autre de façon sans que ça, a priori, ça fasse que les uns aient raison et les autres aient tort. Après, c'est une question qu'on peut poser, mais il n'y a pas une supériorité, disons, d'un esprit sur un autre. Mais alors, il y a quand même des choses qui semblent très répandues
parmi les humains, il y a par exemple le fait que on a l'impression que la religion occupe une place importante et ce depuis longtemps, qu'il y a une manière de voir qui touche au sacré, alors ou bien un sacré laïque ou bien un sacré religieux. Est-ce que ça, par exemple, c'est selon vous, je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, mais si c'est lié à une manière donc dont nos cerveaux d'êtres humains sont faits, vous qui êtes chercheur en psychologie cognitive, qu'est-ce que vous en pensez, Dan Sperber? Écoutez, l'espèce humaine moderne, enfin, Homo sapiens, 200 000 ans à peu près, les religions au sens où on entend le terme, selon la façon dont on les définit, au plus 30-40 000 ans, dans un sens plus précis, les religions comme le christianisme, le judaïsme, etc., 2, 3, 4 milliers d'années, simplement. Donc c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire humaine. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il y aura encore de la religion dans 1000 ans? Donc l'idée que la religion serait quelque chose d'inscrit dans la structure de l'esprit humain est assez arbitraire. On peut penser que c'est quelque chose qui aura joué un rôle très important pendant quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'années et qui probablement, les dernières statistiques, 51% datés en France, mais combien datés dans le monde? Peut-être que ce sera de l'histoire ancienne dans quelques centaines d'années. Donc non, je ne pense pas que la religion soit inscrite dans l'esprit humain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est produite, non pas par l'esprit humain, mais par des sociétés d'individus, toutes dotées en effet d'un esprit du même type. Et comment est-ce que la religion peut s'inscrire dans ces esprits-là, y trouver ses ressources? C'est une question très difficile qui m'a beaucoup occupé d'ailleurs dans mes recherches. Et la raison joue un rôle, non pas pour arriver à la religion, mais comme d'habitude pour la justifier après coup, comme le disait Hugo. Donc une fois qu'on a des croyances religieuses qui sont basées sur l'autorité des parents, des maîtres dans la société, etc., on la rationalise. Mais on n'arrive jamais à la religion par la raison. Mais alors, justement, je sais bien que ça occupe des étagères entières de bibliothèques, Dan Sperber, Hugo Mercier, ce type de questions, mais est-ce que la religion s'oppose à la raison? Est-ce qu'au contraire, la religion, c'est une manière de nous aider à vivre en société avec des règles qui sont présentées comme émanant de Dieu parce que, je vais le dire brutalement, ce serait plus pratique? Qu'en pensez-vous? Je continue, non peut-être Hugo. Donc je continue. C'est un sujet qui nous intéresse l'un et l'autre, mais moi j'ai beaucoup travaillé dessus. Non, elle ne s'oppose pas à la raison. Encore une fois, la raison n'est pas l'arbitre du vrai. Je vais vous faire répéter souvent ça parce que nous, on a plutôt l'impression que la raison est l'arbitre du vrai. Ce qui est l'idée générale à laquelle nous opposons, en disant c'est pas vraisemblable ni biologiquement ni psychologiquement qu'il y a un mécanisme qui ait cette position de surplomb à l'intérieur de nos esprits. En revanche, la raison joue un rôle fondamental dans nos interactions, lorsqu'on veut se convaincre les uns les autres, lorsqu'on veut se justifier. Donc évidemment, les gens qui sont religieux et qui défendent leur religion, se servent de la raison. Et pendant des siècles, tous les maîtres de raison, ont utilisé leurs compétences pour défendre telle ou telle théorie théologique ou telle religion contre telle autre. Mais encore une fois, la religion n'a pas partie liée à une opinion particulière. C'est-à-dire que si je voulais finalement résumer le cœur de votre livre, L'énigme de la raison, publié aux éditions Odile Jacob, il consisterait à dire que la raison est avant tout un objet social, ce qui est finalement quelque chose d'assez contre-intuitif, parce qu'on a plutôt l'impression que la raison, c'est quelque chose qui existe dans les bibliothèques, puis alors on le sort pour savoir si on a raison ou tort. Hugo Mercier, c'est pas ça, donc, selon vous? Donc c'est pas aussi simple que ça, en effet. Mais pour mettre l'accent sur l'aspect un petit peu plus positif, il se trouve quand même que lorsque les gens discutent dans de bonnes conditions, donc quand on discute avec des gens qui sont de bonne foi, avec lesquels on partage pas mal d'idées, mais avec lesquels nous sommes également en désaccord sur certains points, les personnes qui ont les meilleures raisons tendent à l'emporter. Et typiquement, ce sont en effet les personnes qui, comme on dit, en effet, qui ont raison, qui ont les idées les plus justes. Donc ça, c'est quelque chose qui a été observé dans de très nombreuses expériences, dans de très nombreux Par exemple, contextes. donnez-nous des exemples de ces expériences, parce qu'on aimerait bien découvrir ce que vous faites bien dans entendu. vos laboratoires. Donc nous, on fait ça avec des petits problèmes logiques ou mathématiques qui ont la vertu d'être très contre-intuitifs, en fait, sont à la fois assez simples, mais dont
très rapidement, on est attiré vers une réponse intuitive qui est fausse. Et quand on met des participants ensemble pour discuter de ces problèmes, si une seule personne a réussi à comprendre la bonne réponse, elle va toujours être en mesure de convaincre tous les autres, alors même que les autres sont vraiment convaincus mordicus que la mauvaise réponse est la bonne. C'est quoi un problème contre-intuitif? Alors- Donnez-nous un exemple, Hugo Mercier. Un exemple, c'est pas facile comme ça, mais imaginez vous avez un bonbon et une baguette qui coûtent 1,10 € ensemble. Mhm. La baguette coûte 1 € de plus que le bonbon. Combien coûte le bonbon? Donc, vous voulez que je dise évidemment 10 centimes. Exactement. Donc voilà, je vous remercie. et en effet, 10 centimes est la mauvaise réponse. Si le bonbon coûtait 10 centimes, la baguette qui coûte 1 € de plus devrait coûter 1,10 €. Et donc les deux ensemble devraient coûter 1,20 €. Alors qu'il a été présupposé donc, que la somme était de 1,10 €. Donc le bonbon doit coûter 5 centimes, la baguette 1,05 € et les deux 1,10 €. Donc, ce que vous êtes en train de me dire finalement, Hugo Mercier, c'est que spontanément, mon intuition me trompe. Exactement. Et justement, en fait, comme le disait Dan tout à l'heure, la vision prépondérante de la raison chez les philosophes, les psychologues, mais également dans le public en général, et qu'elle nous permet de corriger ce genre d'intuition trompeuse. Et ce que littéralement des centaines d'expériences de psychologie ainsi que notre expérience de la vie de tous les jours montrent, c'est qu'en fait, elle ne le fait pas. Donc, dans ce genre de problème, donc là, je vous l'ai donné, vous avez donné la mauvaise réponse, mais ce genre de problème a été donné à des dizaines de milliers de participants. Et typiquement, en effet, ils ont cette intuition trompeuse, mais ensuite, ils réfléchissent. Ils réfléchissent pendant plusieurs minutes. Et dans l'immense majorité des cas, cette réflexion ne leur permet pas de s'affranchir de cette intuition trompeuse. Et au contraire, en fait, plus ils réfléchissent, plus typiquement Plus ils ils se s'enferment. Exactement, plus ils deviennent sûrs d'eux-mêmes et plus ils deviennent confiants dans leur réponse, qu'elle soit juste ou fausse. Mais dès qu'on met ces mêmes personnes en groupe, dès qu'on les fait discuter les unes avec les autres, comme je le disais tout à l'heure, il suffit qu'une personne ait compris la bonne réponse pour qu'elle soit quasiment toujours en mesure de convaincre les autres et de les convaincre de telle manière que ces personnes soient ensuite en mesure de convaincre d'autres. Donc ils ont vraiment compris pourquoi la bonne réponse était la bonne. Donc, vous êtes des chercheurs optimistes, puisque vous considérez qu'à la fin, c'est la raison qui gagne ou qui peut gagner. On va continuer d'évoquer cela. Vous allez nous dire aussi ce que vous pensez dans quelques instants de mécanismes qui incarnent, à tort ou à raison d'ailleurs, l'irrationalité, le complotisme, ou bien, par exemple, des manières de voir la science qui peuvent être alternatives. J'utilise un terme entre guillemets. L'énigme de la raison, Hugo Mercier, Dan Sperber, c'est le livre que vous publiez chez Odile Jacob. Excellent réveil à tous, il est 8h sur France Culture. Nous retrouvons ces deux chercheurs en sciences cognitives qui ont publié L'énigme de la raison aux éditions Odile Jacob. Vous nous avez dit dans une première partie que finalement, la raison n'était pas un arbitre que l'on pouvait convoquer et qui donnait comme cela des résultats tranchants permettant de partager un peu à la manière d'un maître ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas, mais que c'était plus quelque chose qui existait dans l'interaction entre les hommes et donc un objet pratiquement plus social. Et puis on voit apparaître aujourd'hui sur la scène politique, comme l'a dit Frédéric Seyss dans son billet politique, le mot par exemple de radicalité. Alors pour vous, Hugo Mercier, qu'est-ce que ce mot signifie? Est-ce que la radicalité, c'est quelque chose de rationnel? Parce que Sandrine Rousseau, par exemple, disait que dans le domaine écologique, l'urgence de la crise climatique imposait des solutions radicales. Ou bien, au contraire, s'agit-il de quelque chose de trop extrême pour être raisonnable, comme on dit dans le langage courant? Merci. Alors, je pense qu'en effet, la raison peut contribuer à former la radicalité, en particulier par le biais de mécanismes de polarisation. Donc, on sait que lorsque les gens raisonnent soit seuls, soit en compagnie de personnes qui partagent leur point de vue, ils ont tendance à surtout trouver des arguments qui défendent donc ce point de vue partagé. Et dans de nombreux cas, en fait, ils en viennent à des opinions encore plus fortes, encore plus tranchées. Et en effet, dans de nombreux cas, c'est un phénomène qui peut être assez délétère, qui peut éloigner les gens, qui peut créer des opinions qui sont beaucoup trop loin du sens commun. Mais dans certains cas, en effet, on arrive aussi à des opinions qui en fait sont plus exactes. Et en effet, toutes les avancées sociales ont été perçues comme étant radicales et impensables à un moment. Donc je ne pense pas que la compréhension que nous puissions apporter du processus par lequel cette radicalité se forme nous permette, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, d'arbitrer sur est-ce qu'au final, telle ou telle forme de radicalité est positive ou non. Dan Sperber. Je suis en effet assez d'accord avec ça. La raison, encore une fois, n'étant pas en position d'arbitre,
permet de justifier, d'appuyer toutes les idées, qu'elles soient d'apparence de sens commun, donc assez unanimement acceptées, ou au contraire qu'elles remettent en question, qu'elles soient radicales, qu'elles remettent en question les idées reçues. Cela dit, je ne voudrais pas donner l'impression que la raison soutient aussi bien toute et chaque chose. Quand elle est soumise à l'évaluation des uns et des autres, quand elle est utilisée précisément dans un contexte social, certaines raisons apparaissent comme nettement meilleures que d'autres. C'est ce que racontait tout à l'heure Hugo à propos d'expériences de laboratoire, où c'est mis en évidence, mais c'est vrai aussi dans le débat politique, jusqu'à un certain degré. C'est moins clair, évidemment, qu'une expérience sur des données mathématiques. Donc, dans l'évaluation des raisons, les hommes sont meilleurs que dans la production des raisons. C'est un des points importants de notre livre. Donc, et l'évaluation des raisons, c'est l'évaluation des raisons des autres. C'est dans un contexte social qu'on évalue les raisons. Quand on raisonne tout seul ou qu'on raisonne avec des gens qui sont déjà d'accord avec nous, on reste dans la direction dans laquelle on était, ou voire on se radicalise dans ces directions à tort ou à raison. Alors justement, pour essayer de voir si vos théories conduisent au relativisme, je vais essayer de vous mettre au pied du mur, puisque cette pandémie a donné naissance à toute une série de discours, et notamment des discours extrêmement conspirationnistes sur le Covid-19. Nous en avons trouvé un exemple. Ce discours, il est le fait d'un conférencier formateur en développement professionnel, et cet homme explique, vous allez l'entendre, que la pandémie de Covid-19 est une manipulation monumentale sur la base d'un virus fabriqué en laboratoire destiné à tester notre docilité pour au final installer une dictature mondiale. Ce qu'ils ont fait là avec leur vaccin, leur soi-disant vaccin et leur pseudo-pandémie, etc., c'est rien du tout par rapport à ce qu'ils sont en train de nous préparer. Restez vigilants. Certains journalistes d'investigation avaient déjà dénoncé dans les années 90 ce qu'on appelle le projet Bluebeam. Le projet Bluebeam, c'est un projet de projection holographique, donc des hologrammes qui vont apparaître dans le ciel, sous les traits de Mahomet, de Jésus, de la Vierge Marie. Soyez vigilants, ne doutez de tout. Parce qu'on va essayer de nous avoir de plein de façons différentes, y compris en nous apportant ce que nous espérons voir arriver, c'est-à-dire le retour de Jésus. Ben non, ce sera un hologramme qui va parler dans votre tête en disant bon ben voilà, et qui va nous dire quoi faire. Alors, promis, on n'a pas inventé ce discours, ce n'est pas nous qui avons rajouté la musique. Alors, Hugo Mercier, votre réaction de chercheur en sciences cognitives à ce discours, il y en a aujourd'hui une multitude sur la toile. Bah, honnêtement, enfin, je me sens presque pas expert dans le sens où là, je pense qu'on relève quasiment du domaine clinique en fait, où c'est des gens qui ont des problèmes en fait, je pense. Enfin, dans des... On a tous des problèmes, mais ce monsieur, quels sont ses problèmes? Je sais pas, à nouveau, je suis pas clinicien moi-même, j'essaie d'étudier le fonctionnement un peu plus normal, typique de l'esprit. Et en effet, donc on peut passer ce genre d'épisodes qui sont intéressants à plein de niveaux, mais qui sont heureusement pas quand même représentatifs de la grande majorité des gens qui sont... donc déjà, la grande majorité des gens a accepté de se faire vacciner, etc. Même au sein des gens qui ont été... Grande majorité en France. Aux États-Unis, en revanche, il y a certains États où le nombre des non-vaccinés est très important, et ils sont non-vaccinés parce qu'ils adhèrent, alors, plus ou moins évidemment, à ce type de discours. Oui, enfin même une bonne majorité même des républicains aux États-Unis dans l'ensemble en effet étaient vaccinés, donc c'est possible de trouver des poches dans lesquelles en effet il y a des populations qui n'ont pas été. Et ils adhèrent pas à ce type de discours. Enfin, c'est en général quand même pas des formes aussi extrêmes, heureusement. Et en fait, dans le cas de la vaccination, typiquement les antivax ont plus de raisons. Donc c'est des gens qui sont souvent mieux renseignés que les provax, parce que les provax souvent se vaccinent parce que leurs amis le font, parce que leur docteur leur a recommandé, ce qui n'est pas une mauvaise heuristique, mais... Et donc heuristique, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, c'est pas forcément une manière de raccourci de pensée en fait, qui dans l'ensemble fonctionne assez bien, mais qui parfois peut donner des résultats un peu décevants. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas toujours évident de confronter des antivax, parce qu'ils sont souvent assez bien informés en fait, donc, ils connaissent assez bien le dossier, alors même qu'ils ont tort. Et le problème justement, c'est pas un problème de raison, dans le sens où c'est des gens qui sont peut-être pas la personne dont vous avez passé l'extrait, mais qui ont toute leur capacité de raisonnement.
Le problème, c'est vraiment un problème de confiance, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas les arguments qu'on leur oppose, mais qu'ils en rejettent les prémices, qu'ils en rejettent les fondations, parce qu'ils ne font pas confiance au gouvernement, à l'établissement scientifique. Et dans ce cas-là, en fait, la qualité des arguments ne peut rien faire. Mais alors, si je vous ai diffusé cet extrait-là, Hugo Mercier d'Anne Sperber, c'est aussi parce que ce monsieur, il dit quelque chose d'important. Il dit, restez vigilant, il faut douter de tout. Finalement, c'est ce que vous faites, c'est ce que font tous les scientifiques. Donc, il est aussi scientifique que vous, Hugo Mercier. Nullius in verba, c'était donc le motto de la Royal Society. Donc, faut faire confiance à personne. Enfin, faut juste croire qu'on voit ce qu'on voit nous-mêmes. Et bien entendu, donc, la science repose entièrement sur le témoignage, en fait. C'est-à-dire que sur le fait que quelqu'un d'autre nous dit, voilà, moi j'ai fait cette expérience, j'ai fait ces observations, et il faut me faire confiance que ça a été fait. Donc en effet, les choses sont parfois répliquées et tout, mais on repose énormément sur la confiance, et on n'est pas dans cette posture de douter de tout. En fait, on doute des théories des autres, mais on ne doute pas de leurs observations, par défaut en tout cas. Et en effet, cette rhétorique du fait de douter de tout est très utilisée. Et je pense que ça reflète bien le fait que le problème principal qu'on a maintenant, c'est pas un problème d'une trop grande crédulité. En fait, les gens n'acceptent pas trop d'informations, ils en rejettent trop. Donc les gens sont trop sceptiques vis-à-vis des scientifiques, vis-à-vis des médias, même vis-à-vis des Oui, politiques. trop sceptique, diriez-vous. Trop sceptiques, oui. Dan Sperber, votre point de vue sur ce qu'on vient d'entendre, sur le fait que finalement, ces personnes qui bien souvent sont qualifiées d'ennemis de la raison, et si on veut être sérieux, on voit pourquoi elles sont qualifiées d'ennemis de la raison, utilisent, invoquent la raison, le doute, bref, on a l'impression qu'ils sont aussi cartésiens que Descartes. Une des notions de base de notre travail, c'est la notion de vigilance épistémique, de vigilance par rapport à ce qui est affirmé par autrui. Et dans la vie sociale, nous dépendons énormément des informations que nous communiquons les uns aux autres, depuis l'enfance jusqu'à France Culture, et c'est dans l'ensemble de bonnes informations. Mais si elles sont en particulier, elles restent bonnes parce que, en tant qu'auditeur, en tant que personne qui recevons ces informations, nous sommes relativement vigilants. Ça ne veut pas dire systématiquement méfiants. Ce serait une politique tout à fait néfaste d'un point de vue cognitif que de se méfier de tout. Mais on fait attention à la qualité de la source de l'information, aux raisons, aux conflits d'intérêts, etc., etc. Aussi bien dans la vie quotidienne que, en effet, dans la science où cette vigilance est institutionnalisée en quelque sorte. Donc, non, la position de la raison, c'est pas une position de méfiance généralisée. Peut y avoir une espèce d'excès de méfiance où on se donne un sentiment, ah non, à moi, on ne me la fait pas, qui est une espèce de fausse intelligence. En même temps, il ne s'agit pas non plus de faire simplement confiance béatement, être vigilant de façon intelligente. Et l'usage de la raison, l'usage social de la raison, est une des formes de cette vigilance. Vous me dites quelque chose, je ne l'accepte pas complètement sur votre autorité, mais si vous me donnez des bonnes raisons, alors, en dépit du fait que ma confiance en vous n'est pas totale, les raisons me convaincront. Mais le fait justement que l'on ait affaire à ce type de discours qui sont généralement des discours pseudo-scientifiques, parascientifiques, est-ce que ça marque une rupture par rapport, par exemple, à une époque où certains, y compris des philosophes d'ailleurs, rejetaient la science comme mode de connaissance du monde? Cela a existé aussi. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde finalement est d'accord pour dire que la science, c'est ce qui prime, mais on n'est pas d'accord sur la science. Est-ce que ça marque une nouvelle ère dans le rapport à la raison ou à la science, Hugo Mercier? Donc, non, je pense que ça a toujours été le cas. En fait, je pense que les gens qui développent des théories comme ça un petit peu étranges ont toujours voulu s'accaparer les habits du discours dominant un petit peu dans le monde intellectuel. Donc on trouve ça déjà au Moyen-Âge avec l'accaparement des outils de la scolastique par les gens qui développaient des théories du complot à l'époque. Et on trouve ça maintenant avec le fait qu'en effet les pseudo-scientifiques, comme leur nom l'indique, s'accaparent, ou bien les complotistes s'accaparent un discours scientifique pour essayer de gagner en effet en crédibilité. Mais alors, justement, si on reprend votre exemple pour le Moyen-Âge, est-ce que l'alchimie peut être considérée comme étant l'ancêtre de la chimie, ou est-ce qu'on a affaire, au contraire, à deux pratiques qui sont des pratiques réellement disjointes, Hugo Mercier? Ouais, pour vous dire la vérité, ce sera tout petit peu de mon domaine d'expertise, mais de ce que j'en sais, en effet, il y a forcément une continuité, en fait, dans le sens où il n'y a pas eu un changement radical dans l'esprit des gens qui se seraient opérés au XVIIe siècle, par exemple. Mais en effet, il y a eu des changements très importants dans les pratiques sociales.
et en particulier dans, justement, donc ça revient à ce qu'on disait, dans le degré de confiance auquel les gens se font les uns les autres. Et une des choses qui s'est passée pendant la révolution scientifique, c'est de permettre justement cette nouvelle profession des scientifiques de se faire confiance les uns les autres, de développer des mécanismes pour que les gens puissent se dire, voilà, j'ai fait cette observation, j'ai fait cette expérience, vous pouvez la tenir pour acquis et baser vos propres théories là-dessus. Dan Sperber. En effet, l'évolution des idées, l'évolution historique des idées met toujours en jeu un échange social. Ce n'est pas des idées individuelles, c'est des idées qui sont socialement partagées, qui nous intéressent, que ce soit dans la philosophie, la culture, la théologie, etc. À toute époque, cet échange d'idées s'appuie en partie sur un échange de raisons. Dans des situations où il y a des autorités dominantes qui ont le pouvoir d'interdire certaines formes d'expression et d'imposer la leur, évidemment, la raison joue un rôle moindre, alors qu'aujourd'hui on l'invoque tout le temps. Mais même tout à l'heure, on entendait Pompidou qui disait on ne peut pas nier, on ne peut pas nier, on ne peut pas nier. Il y a une rhétorique assez intéressante. En fait, on peut toujours nier. Il est en position d'autorité. Il peut dire on ne peut pas nier. Et à chaque fois qu'on emploie ce genre d'expression, d'ailleurs ça peut être relativement justifié, on le fait en disant ne cherchez même pas à discuter. Mais un interlocuteur ou un public ou les citoyens peuvent dire j'accepte pas. Donc cette présence à la fois de toute une série de mécanismes d'autorité, de pouvoir, de confiance, de séduction, d'intimidation sont les ingrédients, les moteurs de l'évolution des idées. Et parmi eux, c'est l'échange de raison. L'effort fait pour convaincre autrui joue un rôle qui n'est pas systématiquement positif, mais qui peut aller plus que d'autres dans une direction positive, comme en effet l'exemple du développement scientifique est très imparfait, où il y a encore aussi des effets de séduction, d'intimidation, etc. Néanmoins, c'est un développement où la raison joue un rôle plus important, et donc un développement dont le succès intellectuel, pour le succès de connaissances, le succès dans la pratique humaine est à juste titre très grand. Mais alors justement, là aussi, Dan Sperber, on a des phénomènes scientifiques où la raison d'un homme seul, en tout cas moi c'est ce que j'appelle la raison, mais vous serez peut-être pas d'accord avec ce terme, la raison d'un homme seul a raison contre une société tout entière. Et il y a des révolutions scientifiques. Et alors dans ces conditions, comment concilier cet épisode, il y a eu beaucoup d'épisodes de ce genre, avec votre définition de la raison, où on a affaire à une forme extrêmement socialisée du terme? Peut-être que je passerai dans un instant la parole à Hugo, mais la raison, l'idée du scientifique qui travaille de façon solitaire et arrive à une espèce de révolution intellectuelle tout seul est doublement fausse. Elle est fausse d'une part parce que tout scientifique est plein du savoir qu'il a acquis des autres, et donc il est déjà dans un dialogue intérieur avec ses collègues, ses prédécesseurs, etc. Et de toute façon, la révolution ne se produit que lorsqu'il convainc les autres. Et Hugo, tu as écrit plus là-dessus que moi. Oui, non, tout à fait. Hugo Mercier. Merci. Donc déjà, tout à fait, le travail en fait, qu'on a tendance à attribuer a posteriori à une personne en particulier est en fait souvent le produit d'une co-création. Il y a beaucoup de personnes qui ont contribué. C'est le fruit de nombreuses discussions, de nombreux échanges avec des collègues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez construit socialement. Et en effet, comme le disait Dan, en fait, c'est aussi quelque chose qui est... Donc la communauté scientifique joue un rôle crucial dans le sens où elle va accepter ou non une théorie. Et ce que les données historiques semblent montrer, c'est qu'en effet, la communauté scientifique est très bonne pour s'ajuster au degré de preuve qui est défendu. Donc un exemple typique, c'est quand Wegener défend la théorie de la tectonique des plaques au début du XXe siècle, elle est rejetée, et on dit, bon, bah, du coup, la science n'a pas bien fonctionné, alors qu'en fait, il n'avait juste pas de bonnes preuves. En fait, il n'avait aucune idée du mécanisme derrière la tectonique des plaques. Il n'avait vraiment que très peu de preuves soutenant sa théorie. Et à l'inverse, quand ces preuves ont été apportées dans les années 50, ou un peu plus tard au XXe siècle, la théorie est passée de quelque chose de perçu comme étant un peu fou à quelque chose qui est dans les manuels scolaires en une période très courte d'une dizaine d'années. On continue d'explorer la rationalité et l'irrationalité. Et je vais là aussi vous soumettre un autre exemple d'irrationalité. C'est
une forme de complotisme assez courante. C'est tiré de Mécanique du complotisme, un podcast à retrouver sur le site de franceculture.fr et sur l'appli de Radio France. Et on va entendre Marjorie Taylor Greene, qui est une élue de Géorgie aux États-Unis, une républicaine. Elle a longtemps et publiquement partagé des opinions extrêmement complotistes. Elle appartient à ce mouvement qu'on appelle aux États-Unis QAnon. Eh les gars, vous avez regardé 4chan, Q, tous ces trucs? Quelqu'un a regardé? C'est une personne anonyme, Q, un patriote, ça c'est sûr. On ne parle plus des démocrates et des républicains, de la gauche et de la droite. On parle d'une vraie guerre civile souterraine, d'un État profond qui veut se débarrasser de Donald Trump et de tous les gens loyaux dans son administration et dans le peuple américain. La voix de Marjorie Taylor Greene, donc cette élue républicaine. Alors là aussi, on a affaire à un discours qui peut passer pour délirant, et il passe, je l'espère, pour délirant à beaucoup de nos oreilles, mais dans le même temps, on voit qu'il y a des invariants, c'est-à-dire des formes de délire qui traversent les époques. Alors, donc là, en l'occurrence, il s'agit de voir un complot pédophile et sataniste, et on voit que cette accusation, finalement, c'est une accusation qui traverse les époques, celles de meurtres rituels ou bien encore de traite des blanches. Comment expliquer ça? Est-ce que l'on pourrait dire qu'il y a une forme d'inscription dans le cerveau, comme vous êtes chercheur en sciences cognitives? Est-ce qu'il y a des accusations, des théories qui ont une sorte de présence plus forte dans nos esprits, Hugo Mercier? Alors, je vais passer le bâton à Dan, mais ce que je voulais dire rapidement avant, c'est que, en effet, on retrouve ces formes, donc, typiquement avec les blood libels dans l'antisémitisme depuis le temps romain, ou au moins donc les blood libels, autrement dit l'accusation de meurtre rituel. Exactement, donc, par laquelle donc, les Juifs auraient capturé des enfants chrétiens pour les sacrifier dans un rituel à Pâques. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que ces accusations, souvent, jouent un rôle de justification. Donc, on revient sur ce thème sur lequel on parle, duquel on parle depuis le début. Jouent un rôle un peu post-hoc, dans le sens où on veut s'en prendre... Post-hoc, après coup. Après coup, voilà, pardon. Merci. On veut s'en prendre à une certaine minorité, ou on veut s'en prendre à un certain groupe politique, et on invente des accusations plus fantastiques les unes que les autres pour justifier cette haine et pour justifier ces exactions. Après, le fait qu'en effet, que ces accusations prennent certaines formes, ça a trait à la façon dont la culture fonctionne, et ça, là, je vais repasser le bâton à Dan. Alors oui, parce que il faut dire, Dan Sperber, que vous avez écrit un ouvrage extrêmement important qui s'appelle La contagion des idées, qui est publié également aux éditions Odile Jacob. Et alors, vous expliquez finalement, malheureusement, ça va être extrêmement familier à nos oreilles, que des formes culturelles peuvent se répandre à la manière d'une épidémie. Et on a l'impression précisément que lorsque l'on entend, par exemple, cette élue républicaine, lorsqu'on entend les différentes thèses complotistes, qu'effectivement, ces thèses, elles se sont diffusées aussi vite que le Covid-19. Heureusement, non. Je veux dire, ça reste, elles sont importantes. Elles jouent un rôle important dans la politique américaine, où les deux partis sont à peu près à égalité, où le système électoral favorise les républicains, et où donc déplacer 2% de voix, c'est énorme. Mais non, la plupart des Américains n'y croient pas. Hugo a écrit un livre entier là-dessus, qui est paru seulement en anglais pour l'instant. Néanmoins, il y a quelque chose qui attire l'attention, ne serait-ce que d'une minorité, et qui explique le succès, qui n'est pas si grand que ça, mais qui est réel, de ces idées ultra-complotistes, des idées comme qui ont nourri l'antisémitisme, par exemple, et d'autres formes de racisme. Et là, on peut se demander dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas des facteurs dans l'organisation psychique humaine en général, des facteurs qui peuvent être renforcés dans certains contextes culturels et au contraire plutôt amoindris, voire réduits à très peu de choses dans d'autres, qui favorisent ce genre d'explication apparente de ce qui va mal dans la société, et en désignant un bouc émissaire d'une façon très, très, très étonnante. Est-ce qu'il n'existe pas ce que nous avons appelé des attracteurs culturels? Par exemple, donnez-nous des illustrations de cela, Dan Sperber. Les attracteurs culturels, ça va d'une part de ce genre de choses, de l'idée qu'il y a une idée très séduisante parce qu'elle explique tout de façon très simple. Il y a derrière, à l'ombre, des puissances occultes qui nous dirigent, qui nous manipulent, qui ont le pouvoir de le faire, etc.
ça donne une explication directe, très simple de tout, pour des gens qui manquent de vigilance épistémique. On parlait de vigilance tout à l'heure, il y en a des gens qui manquent. Mais il peut y avoir, dans des domaines beaucoup plus innocents, en matière d'esthétique, il y a certaines formes de contes, simplement. Pourquoi est-ce que les contes populaires, d'une part, ont eu le succès formidable à travers les siècles qu'ils ont eus, et ont tous un peu le même genre de structure? Parce que le genre de structure typique des contes, c'est une structure qui constitue un attracteur culturel. Des histoires qu'on raconte, si elles se rapprochent de cette structure, avec typiquement un obstacle qui est vaincu, etc., elles ont plus de chances d'avoir du succès. Et les histoires qui ont le plus de succès, qui se répandent à travers les siècles, ces histoires-là gravitent autour de cet attracteur culturel qui est, lui, relativement stable. D'autres sont beaucoup plus transitoires. Mais alors, puisque vous faites des sciences cognitives, est-ce que vous pensez que ce sont des formes culturelles, c'est-à-dire que finalement on est plus ou moins enclin à adhérer à ces histoires, ou bien y a-t-il, je ne sais pas, une conformation de notre cerveau qui fait qu'on a affaire à des universels et que finalement, eh bien, ces histoires, on y adhère comme d'autres cultures très éloignées des nôtres pourraient y adhérer, Dan Sperber? Et de toute façon, tout ce que nous produisons, à la fois individuellement dans notre vie personnelle, dans notre cognitive et socialement, c'est à la fois basé sur ce qu'est notre cerveau. D'autres espèces n'ont pas le même genre de culture ou de pensée que la nôtre, et sur toute notre histoire, notre environnement, l'environnement culturel dans lequel on se trouve. Donc tout le débat classique entre nature et nurture et l'environnement, etc., est un débat dépassé. C'est toujours les deux à la fois. Donc, en effet, il y a et tout ce qui est psychologique est inscrit quelque part dans le cerveau. Ça flotte pas au-dessus de notre tête. Donc, à la fois, il y a dans le cerveau qui change depuis la naissance, qui est de tas de façons qui se développe, et donc qui est différent dans chaque individu, et encore plus dans des gens de sociétés différentes, dans le cerveau et dans l'environnement, dans les interactions sociales, tous les éléments qui concourent à expliquer les phénomènes socio-culturels que nous ne comprenons encore que très imparfaitement. Mais alors, ça veut dire, Hugo Mercier, par exemple, le principe de non-contradiction. Je ne peux pas dire Quentin Lafay est dans le studio et Quentin Lafay n'est pas dans le studio. Encore que, peut-être que dans certaines disciplines, je suis contraint à faire ce type de constat. Qu'en est-il, selon vous ? En effet, je pense que là, il s'agit d'un mécanisme assez universel où tous les humains se développant normalement vont repérer une contradiction dans ce cas-là. Et en effet, et même si la plupart des cultures ne vont pas y prêter une attention particulière, justement parce que c'est très intuitif et qu'ils ne vont pas se sentir un besoin de formaliser ça, dans certaines cultures qui sont plus littéraires, qui sont plus littéraires, qui sont plus enclins à ce genre de choses, certaines personnes vont développer un formalisme logique qui va permettre de détailler exactement ce qu'est le principe de non-contradiction. Mais en effet, il s'agit a priori d'un universel. Ouais. Et dans cet universel, est-ce que l'on pense qu'il y a là aussi une manière de contagiosité de ces formes-là parce que, par exemple, la science récemment nous a appris qu'il y avait des choses extrêmement relatives alors qu'elles nous paraissent absolues. Est-ce que tout cela façonne notre façon de penser? Est-ce qu'il y a une évolution? Je ne dis pas nécessairement qu'elle est positive, mais est-ce qu'en tout cas, les formes de la cognition, de l'entendement, de la pensée évoluent? Oui, d'une manière assez lente en fait. Donc ça, c'est quelque chose dont on se rend compte quand on fait de l'éducation, et que si on veut vraiment changer la façon dont les élèves dans ce cas-là pensent, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et beaucoup de répétition. Donc un exemple typique, c'est par exemple l'apprentissage de la lecture ou l'apprentissage des mathématiques élémentaires, où c'est quelque chose qui peut être acquis et qui modifie réellement, bien entendu, la façon dont notre cerveau fonctionne, mais qui est au prix de nombreuses répétitions et d'années d'exercice. Ouais. Dan Sperber. En effet, à nouveau, comme ce que je dis, tout est à la fois environnement, culture et cerveau, et tout ça se mélange. Et donc, un principe de non-contradiction, qui est une formalisation de quelque chose de plus basique, qui en effet fonctionne à la base des mécanismes cognitifs, donc dans le cerveau de tout le monde, peut prendre des formes particulière est exploitée de façon différente dans des systèmes logiques, dans le raisonnement, dans les sciences, de façon parfois surprenante, entre ce qui nous semblait une contradiction, finalement, on nous oblige à repenser des idées de physique, c'est à ça que vous faisiez allusion, je pense, de façon fondamentale, mais on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire nous sommes l'animal que nous sommes. Et cet animal, il a une flexibilité, une capacité de se modifier lui-même qui est extraordinaire, mais on ne sort pas de notre réalité biologique. On l'étend.
Et pour l'étendre, eh bien, on peut par exemple lire des livres, parce que je crois que ça a des effets sur l'entendement humain. Par exemple, le vôtre, L'énigme de la raison, c'est publié aux éditions Odile Jacob, ou bien retrouver La contagion des idées, qui est également publié aux éditions Odile Jacob.